Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Madame la députée européenne, bonsoir Monsieur le député européen. Je suis très heureuse d'introduire ce webinaire réalisé en partenariat entre le Bureau du Parlement européen à Marseille et la Maison de l'Europe Côte d'Azur, Var et le Mouvement européen des Alpes-Maritimes et présidé les deux par Odile Menozzi, qui je remercie pour son engagement dans la réalisation de ce webinaire, comme les collègues du Bureau du Parlement européen à Marseille pour leur contribution à la bonne marche de cette rencontre virtuelle. Avant d'entrer donc dans le sujet de ce soir, je vous donne déjà rendez-vous pour notre prochain webinaire sur la démocratie en Europe en ces temps de Covid-19, avec notamment la députée européenne Gwendoline Delbos-Corfield le 6 juillet à 18 h, en partenariat avec le Centre d'information Europe Direct de Grenoble. Donc ce soir, pour nous parler de l'Europe sociale en cette période de Covid-19, nous avons le plaisir d'accueillir deux députés européens qui ont en commun les 3 points suivants. Donc, vous avez été élus tous les deux pour la première fois au Parlement européen en 2019. Vous êtes entre autres membres de la Commission parlementaire de l'emploi et des affaires sociales, d'où votre présence ce soir pour le thème qui nous occupe. Et vous avez tous les deux un intérêt particulier pour les relations avec la Méditerranée. Madame Sylvie Brunet, en France, vous êtes membre du mouvement démocrate, le MoDem, et au Parlement européen, vous êtes vice-présidente du groupe Renew Europe. Vous vous intéressez aussi aux questions relatives au genre. Vous êtes conseillère municipale à Cassis et vous enseignez notamment sur la responsabilité sociétale des entreprises et l'audit social. Monsieur Mounir Satouri, vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts en France et du groupe des Verts Alliance Libre Européenne au Parlement européen. Vous vous intéressez aussi aux questions de politique étrangère et de sécurité et vous êtes engagé dans le respect des droits humains. En outre, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France depuis 2010. Donc, Madame la députée, Monsieur le député, encore merci d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir. Et je passe la parole à Odile Menozzi, présidente à la fois de la Maison de l'Europe Côte d'Azur Var et du Mouvement européen des Alpes-Maritimes, pour nous introduire ces deux associations qui lui tiennent à cœur et les règles de fonctionnement de ce webinaire. Bonsoir Odile. Bonsoir Marielle. Écoutez, merci. Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir accepté ce webinaire en partenariat avec les bureaux du Parlement européen France et Marseille. Je tenais à vous remercier, Madame Brunet, parce que vous avez pensé à nous pour faire ce débat. Je sais que vous deviez venir à Nice, où nous devions nous voir au mois d'avril. J'espère qu'on vous recevra, ainsi que Monsieur Satouri, très prochainement donc, à Nice. Ce sera un plaisir de vous recevoir au Centre universitaire de la Méditerranée. Nous avons d'ailleurs un partenariat pour cette très belle salle pour vous accueillir avec la métropole Nice-Côte d'Azur. Et donc, avec grand plaisir, quand vous le souhaitez, j'aimerais qu'on le refasse en présentiel pour accueillir le public sur place. La Maison de l'Europe Nice-Côte d'Azur et le Mouvement européen, ce sont deux pôles d'information que je gère avec grand plaisir et avec de nombreux adhérents. Nous sommes très actifs dans la région et nous avons pour but de promouvoir essentiellement les actions des institutions européennes en toute objectivité, en fonction de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Notre but, c'est le débat avant tout et nous nous adressons à la société civile, à tous citoyens, que ce soit entreprises, étudiants, mais surtout ce que nous recherchons, c'est le débat pour faire comprendre ou pour expliquer ou pour remonter les informations. Voilà, ça je tenais à le dire et nous adorons ce que nous faisons, nous adorons faire ce genre de rencontres et mettre en place ce genre de structure. Alors ce soir, je vais passer la parole, maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Nicolas Pigeon qui a accepté de modérer ce débat. Monsieur Nicolas Pigeon est maître de conférence à l'Université Côte d'Azur. Il est aussi membre de la chaire Jean Monnet, Union européenne et gestion des crises, et ainsi que du laboratoire de droit international et européen. Et il aura donc la charge de mener à bien ce débat. Je vous remercie et j'espère que nous aurons un superbe débat, je dirais, interactif et très intéressant sur l'action européenne, qui est quand même un sujet majeur actuellement après cette crise, et je dirais même pendant la crise que nous vivons actuellement. Voilà. Je vous passe la parole, Nicolas Pigeon. Merci Odile. Bonjour à toutes et à tous. Face à la crise actuelle, quelle est la réponse sociale de l'Europe? Poser cette question, c'est d'abord faire le constat d'une situation de crise d'une ampleur inédite et d'une complexité réelle.
une crise d'une ampleur inédite parce que les crises sanitaires précédentes, on pense notamment à la vache folle dans les années 90 et aux grippes aviaires et porcines dans les années 2000, ne peuvent être mises sur le même plan que celles liées au Covid-19. Aussi, les dispositifs de gestion de crise nés de ces épisodes précédents, sans être totalement inopérants, ne pouvaient suffire à répondre efficacement à la crise actuelle, c'est-à-dire à y apporter une réponse globale, bien au-delà du seul terrain sanitaire. Une crise d'une complexité réelle ensuite, parce qu'elle vient s'ajouter aux crises environnementales, économiques, migratoires, des valeurs que traverse le continent européen depuis plusieurs années et qui sont loin d'être réglées. Répondre à la crise actuelle implique donc de prendre des mesures qui tiennent compte de leurs interactions inévitables avec des dispositifs de gestion de crise préexistants et aux logiques potentiellement incompatibles. La situation italienne en est un bon exemple. Ce constat étant fait, quelle est la réponse sociale de l'Europe à la crise actuelle ? Poser cette question, c'est ensuite et surtout mettre l'Union européenne à l'épreuve d'une notion fondamentale pour tout projet politique, la solidarité. On peut le faire de deux manières au moins. La première, la plus évidente, consiste à identifier et à évaluer précisément les réponses apportées par l'Union à cette situation de crise complexe, en particulier sur le terrain social. On en connaît certaines, comme l'activation du mécanisme européen de réassurance chômage, par exemple, mais on ne les connaît peut-être pas toutes. Le communiqué de presse publié à l'issue du sommet social tripartite du 23 juin dernier permet d'y voir plus clair puisqu'il fait état des 4 principaux chantiers dans lesquels les partenaires sociaux sont impliqués au niveau européen. L'identification précise des situations économiques et sociales d'urgence, la stratégie de sortie du déconfinement, le plan de relance et son instrument financier de 750 milliards d'euros, baptisé Next Generation EU, et enfin la signature d'un accord autonome par les partenaires sociaux dans le domaine du numérique. Voilà peut-être des pistes pour identifier la réponse sociale de l'Europe, nous en discuterons. La seconde mise à l'épreuve pour l'Union, moins évidente mais en réalité incontournable, consiste à reposer la question de l'existence de l'Europe sociale. Censée advenir au moins depuis l'acte unique européen en 1986, l'Europe sociale relève encore davantage du mythe que de la réalité, malgré les incantations récentes de la Commission européenne. Alors, dans un contexte de grave accroissement des inégalités sociales, que signifie vraiment l'Europe sociale ? Et la crise actuelle sera-t-elle le catalyseur de réalisations concrètes permettant d'organiser de nouvelles formes de solidarité au niveau européen ? Nous en débattrons maintenant avec nos deux invités. Et pour commencer, une première question. Quelles ont été les manifestations de la solidarité en Europe en réponse à la crise sanitaire actuelle, en particulier dans les pays les plus touchés comme l'Italie et l'Espagne ? Je passe tout de suite la parole à Madame Sylvie Brunet pour ouvrir cette discussion. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'accueillir Mounir, même si c'est à distance, dans notre belle région du Sud, voilà, où je vis également. Alors, je vais essayer d'être très synthétique et puis Mounir complétera. Comment l'Europe a répondu dans un premier temps, on nous a reproché d'être un peu long dans cette réponse. Il faut bien reconnaître que cette pandémie a pris beaucoup de gens et nous tous de court. Qui aurait pu imaginer une crise d'une telle ampleur avec de tels dégâts et voilà, c'est vraiment une épouvantable crise que nous avons vécue, que nous vivons toujours. Donc, il faut quand même comprendre que ce n'était pas si évident que ça de répondre. Donc, je pense qu'on a eu l'articulation de plusieurs mécanismes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous avez parlé de certains. Dans un premier temps, il faut quand même dire que dès le 26 mars, et quand même c'était que quelques jours après les premières périodes de confinement, on a voté en plénière des fonds d'urgence résultant de reliquats des fonds 2014-2020 au niveau du budget, pour accompagner dans l'urgence en termes de dispositifs de santé, de masques, de distribution d'aide sociale, la crise. Il faut quand même le souligner. Dès le 26 mars, on a pu intervenir. Et ensuite, se sont ajoutées une série de résolutions, de dispositifs que nous avons conduits d'ailleurs Parlement en demande à la Commission et au Conseil, et avec ce fameux mécanisme donc de relance Next Generation EU, qui se rajoute au plan financier pluriannuel, et ce qui est historique et nouveau, avec de véritables subventions
pour aider les États qui vont être les plus touchés par cette crise. Enfin, très vite, on a également voté, la Commission l'a proposé, nous l'avons bien sûr entériné, un dispositif d'accompagnement du chômage partiel, le fameux dispositif SURE, à hauteur de 100 milliards d'euros, qui permet d'accompagner les États qui ont dû recourir massivement au chômage partiel, dont la France, ce qui est vraiment extrêmement important pour limiter, si je puis dire vulgairement, la casse en termes de chômage à venir. Donc, on a cela. Et puis, enfin, pour finir, il va falloir être très vigilant, mais là, on va parler de l'avenir, sur tout ce qui est accompagnement des plus démunis, et donc les fonds qu'il faut mobiliser et qui, de mon point de vue, je pense que Mounir est d'accord, plutôt augmenter, vraiment, on va se battre pour ça, pour l'aide alimentaire, l'aide aux plus démunis. On a tous, nous députés, reçu une interpellation des grandes associations qui sont débordées, particulièrement dans des grandes villes comme Marseille, chez moi, où, malheureusement, beaucoup de personnes sont démunies et ont besoin de ces ressources. Voilà un peu en synthèse de démarrage ce que je voulais dire, mais on va répondre après à toutes les questions et je laisse Mounir compléter. Monsieur Satori. Merci beaucoup. Merci Sylvie pour l'accueil. Et je viendrai dans votre région avec grand plaisir. Merci au modérateur de poser de manière assez précise et concrète l'enjeu de ce débat. Oui, une politique publique se mesure aussi par, et surtout par la question de sa solidarité, mais aussi par, en période de crise, par sa capacité de réactivité. Et il est clair qu'au tout début de cette crise sanitaire, en termes de réactivité et en termes de solidarité, on n'était pas au rendez-vous. Moi, beaucoup de nos concitoyens trouvaient que c'est scandaleux que les pays européens détournent la tête et laissent l'Italie se dépatouiller dans ses problématiques seules ou recevoir l'aide de pays beaucoup plus lointains. Et c'est vrai que là, ce zoom est révélateur de quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment se fait-il, alors que nous avons décidé d'être ensemble dans cette aventure collective de l'Union européenne, qu'on ait mis autant de semaines à se rendre compte de ce qui se passait chez nos voisins et à trouver la manière de réagir. Mais une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas non plus dire le revers de la médaille. Cette crise, c'est aussi, plus tard, certes, une solidarité entre les États pour accueillir des malades d'urgence, pour les soigner. C'est aussi des échanges sur les questions médicales et autres. Et donc, c'est toute la problématique qu'on a, c'est que l'état de notre construction actuelle nous permet d'avoir à la fois le meilleur et le pire. Et il faut véritablement qu'on décide de sortir de cet entre-deux. Je dis sans malice que là, le en même temps ne fonctionne pas et qu'à un moment donné, il faut choisir. Est-ce qu'on souhaite, sur des questions importantes pour nos concitoyens, telles que la question de la santé, la question des solidarités, la question sociale, être dans un dispositif beaucoup plus intégré, avec beaucoup plus de solidarité, et en faire une compétence européenne forte, comme on l'a sur le marché commun ou autre, ou est-ce qu'on reste dans cet entre-deux? Mais à ce moment-là, il faut arrêter de montrer du doigt l'Europe sur cette incapacité, sur ces sujets-là. Où l'Europe est compétente et elle doit rendre compte de ce qu'elle fait de manière concrète, ou elle ne l'est pas et il ne faut pas l'accuser à tort. Et donc, moi, la problématique que je pose ici, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure, de manière à la fois tranquille et concrète. La crise que traverse l'Europe, est-ce la crise de l'Union européenne? Et donc, au clair, est-ce que c'est parce que nous faisons en sorte que ça ne marche pas et il faudrait qu'on se réenferme les uns et les autres derrière les barricades de nos frontières nationales? Ou est-ce que la crise que nous avons vécue, c'est la démonstration que, faute d'intégration européenne et à cause des égoïsmes nationaux, nous n'arrivons pas à être efficaces sur ces thématiques importantes pour nos concitoyens? Moi, ma réponse, je ne dis pas que c'est la réponse, mais en tout cas, ma conviction, c'est que la crise actuelle a été une démonstration forte que nous vivons une crise des États-nations et que face à des problématiques aussi graves qui nous dépassent, à ce virus qui n'attendait pas d'autorisation ou de visa pour passer nos frontières, nous ne pouvons répondre qu'ensemble face à ce défi. Je préfère que l'Europe trouve
ces réponses, ces armes, et il vaut mieux équiper notre Europe d'une épée efficace que de plusieurs bouts de bâton. Et donc, il faut qu'on aille vers une intégration européenne. Alors, quelle réponse concrète? Sylvie l'a dit, il y a évidemment le problème, la garantie, la réassurance des systèmes de chômage. C'est important de le dire parce qu'en fait, on a décidé sur ce dispositif, 100 milliards, de mutualiser la dette. Et ça, je pense que c'est un grand sujet, la mutualisation de la dette. Donc, la Commission va emprunter jusqu'à 100 milliards pour permettre à nos systèmes d'assurance chômage qui ont été sursollicités pendant les périodes de chômage partiel, pour éviter que ces systèmes ne s'effondrent. Et ça sera un emprunt mutualisé avec un taux d'intérêt le plus bas possible pour tous. Tout le monde ne sera pas gagnant. Je pense que le système allemand aurait pu se réassurer à bas prix, mais pas le système italien, pas le système espagnol, sans doute pas autant le système français. Et là, on a décidé de faire ensemble. Et donc, vous voyez que l'idée européenne, c'est aussi la question de la solidarité. Il y a effectivement le fonds d'aide aux plus démunis. Et là, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est la réactivité, la facilité des procédures et le recul de la technocratie. Moi, je plaide pour que cette réactivité, cette souplesse, cette efficacité, on la garde pour toujours. C'est bien d'avoir réussi à l'obtenir pour gérer l'urgence, et toutes les associations caritatives nous l'ont dit, les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire, nos concitoyens les plus démunis n'arrivaient pas à manger, les bénévoles qui faisaient vivre ces systèmes ne pouvaient pas sortir de chez eux et étaient confinés, et donc il a fallu injecter de l'argent frais tout de suite pour que le système tienne. Mais si on est capable d'avoir de la souplesse, de sortir de la technostructure et des procédures compliquées, moi c'est ce que je reproche le plus aux fonds européens, qui font des belles choses mais qui sont complexes, gardons cette souplesse, gardons cette capacité à faire vite et à faire bien. Et donc moi je m'en réjouis comme toi Sylvie, mais attention, comme le fonds des plus démunis va fusionner avec le FSE, et qu'on n'a pas encore de garantie que le FSE, lui, le fonds social, ne va pas baisser, attention à ce que cette fusion ne mette en difficulté les plus fragiles parmi nos concitoyens, alors qu'on a besoin que la réponse soit à la hauteur. Et je crois que c'est un combat qu'on va pouvoir partager ici au Parlement européen, cher Sylvie. Il y a des sujets sur lesquels la Commission, l'Europe a fait des annonces, mais où pour l'instant on ne sait pas trop quels sont les mécanismes. Je pense par exemple au dispositif InvestUE, qui est censé venir renforcer les fonds européens, le FSE, le FEADER, pour faire beaucoup plus en réponse à la problématique des chômages des jeunes. Et là, on va vivre quelque chose de dramatique. Beaucoup de nos jeunes ont perdu leur emploi. La rentrée de septembre va amener sur le marché du travail une part des jeunes importante. Et là, on se doit d'avoir des réponses. L'Europe semble vouloir être prête à mettre des moyens. Mais là, il nous faut des plans ambitieux territoriaux à l'échelle à la fois des États et des régions pour que le levier soit efficace et pas qu'on laisse les jeunes sombrer dans les difficultés et dans l'exclusion. Donc voilà, on est dans un entre-deux. L'Europe est attendue énormément. Ces leviers d'action ne sont pas suffisants. Mais malgré tout, au bout de quelques semaines de complications, la démonstration a été faite de cette volonté d'agir sur le levier qu'elle a. Alors, est-ce que les leviers sont suffisants ou pas? Ça sera ça la question qu'on évoquera dans les prochaines minutes. Alors, justement, c'est intéressant ce que vous évoquez à l'instant, puisqu'on voit bien que finalement, l'instrument principal de la solidarité au niveau européen, c'est de manière quasi systématique l'instrument du fonds financier, l'instrument financier qui sert d'une certaine manière d'instrument de la solidarité au niveau européen. Et vous l'avez évoqué en passant, et je crois que c'est important de s'arrêter un petit peu là-dessus. Ce qui va ressortir de cette période, c'est effectivement un accord entre les États membres, un accord assez surprenant pour emprunter de manière commune ou mutualiser une partie. Alors, pas mutualiser
des dettes passées, hein, entendons-nous bien, mais mutualiser des emprunts pour l'avenir. Et je crois que c'est un élément important, puisque notamment cela a nécessité l'accord de l'Allemagne, qui jusque-là était plutôt réticente sur ce genre de manœuvre financière. Alors peut-être que vous voulez réagir sur ce point, mais sur cette question, je crois, du plan de relance et donc de l'instrument de politique économique dans une dimension sociale, plus que l'utilisation d'instruments strictement sociaux dans une démarche de solidarité, puisque vous l'avez dit, Monsieur Satouri, effectivement, la compétence en matière sociale relève encore essentiellement des États membres, et donc l'Union fait avec les instruments dont elle dispose, c'est-à-dire essentiellement des instruments de politique économique. Alors, sur ce plan de relance, je ne sais pas, peut-être Madame Brunet, est-ce que vous voulez ajouter quelques éléments? Comme on vient de l'évoquer, c'est tout à fait ça. On est entre deux, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est bien. On a le cadre, on a quasiment, on a voté, Bon, maintenant, moi, ce qui m'importe, comme nous tous, c'est le comment, c'est la stratégie qu'on va développer. On est quand même, le diable se cache dans les détails. Et bon, je serai très vigilante, ainsi que d'autres collègues députés, sur ce sujet sur lequel j'insiste à chaque fois. J'interviens auprès de nos commissaires et chaque fois sur ce sujet-là. Le sujet vraiment, dans ce plan de relance, plus social, mais qui englobe les sujets compétences. Parce qu'aujourd'hui, on est sur la dimension économique, bien évidemment, ce que je comprends, et d'ailleurs, y compris sur la transition écologique, qui est fondamentale, qui est notre fil conducteur, hein, pour ce plan de relance, qui est normal. N'oublions pas le sujet social, le sujet de la justice sociale, qui peut faire tout échouer. Je suis désolée, je suis peut-être excessive, mais si on n'est pas attentif à ce point-là, on ne peut pas réussir. Donc, ça veut dire qu'il faut être vigilant que dans le cadre de ces fonds, dans le cadre de ces plans, à chaque fois, on intègre les jeunes. On en a parlé, moi, c'est un de mes principaux points d'attention. J'ai été à la manœuvre pour la réforme de l'apprentissage en France. Ça a été un des gros dossiers, une grande concertation que j'ai conduite. Et je pense qu'on était arrivé à une réforme assez réussie. Et là, malheureusement, c'est un désastre, hein, dans toute l'Europe. Les jeunes ne trouvent pas de contrat en apprentissage, là, en alternance pour les mois à venir. Bon, et ils ne trouvent pas de stage dans le cadre de leur cursus. Donc, il faut qu'on ait un plan spécifique, concret, mobilisable, voilà, sur, par exemple, les jeunes, y compris en termes d'investissement, compétences, par exemple en digital. C'est bien joli de dire il faut du digital, bon, c'est très bien, hein, pour accompagner tout ça, mais on a 40% de la population en Europe qui n'a pas accès et qui ne sait pas se servir d'Internet, qui n'a même pas un ordinateur. Enfin, c'est des chiffres énormes. Donc, il faut quand même en être conscient. Et on doit, je pense vraiment, au niveau de cette Europe, protéger. Il y a une grande demande des concitoyens de protection, c'est ça qui ressort. Et on doit aussi protéger en termes de protection sociale avec les moyens européens que l'on a et, entre guillemets, profiter de ce plan de relance pour être plus fort sur ces sujets. Parce que c'est vrai, vous l'avez dit, c'est l'éternelle difficulté que nous avons, nous, en commission emploi et affaires sociales. On se heurte sans arrêt à ce sujet qui est d'ailleurs au-delà des clivages politiques, parce qu'on a certains pays qui ont une culture, notamment certains pays du Nord, qui fait que, bon, en gros, pour eux, c'est les États membres, point barre. Donc, on n'a pas à trop se mobiliser sur ce thème-là. Je crois que là, maintenant, on a passé un autre cap. Si on veut avoir un marché intérieur équilibré, ce qui est le sens même de l'Europe au départ, c'est d'avoir un grand marché qui est l'Europe. Bon, on ne peut pas l'avoir en termes de développement durable sans la protection du travail des plus vulnérables. Voilà, moi je pense qu'on va avoir à beaucoup se mobiliser dans les années à venir sur ce point. Monsieur Satouri, si vous voulez poursuivre sur ce point. Oui, deux éléments de contribution à ce débat. N'importe quel niveau de collectivité publique, locale, nationale, en l'occurrence européenne, pour bien fonctionner, elle a besoin de deux conditions. Elle a besoin d'avoir la compétence. Donc, si la question sociale est une question importante, prédominante pour nos concitoyens,
Et si l'Europe est attendue là-dessus, je pense qu'il faut lui consacrer la compétence. Et on a besoin de ressources propres. En fait, moi, je suis pour l'autonomie financière de tous les niveaux publics. Et en contrepartie de cette autonomie, j'en appelle à la responsabilité. Moi, je souhaite que les responsables publics, quel que soit le niveau de collectivité ou l'Europe, qui puissent lever l'impôt. Et il faut que l'impôt soit accepté, donc il faut que le projet soit précis et qu'il soit jugé sur le résultat de leur gestion publique. Moi, je pense que le pas qui peut nous faire avancer, c'est que l'Union européenne puisse lever l'impôt. Il y a 2-3 sujets qui intéressent aujourd'hui tout le monde. Tout le monde parle de taxe carbone aux frontières, comme à la fois un instrument de gouvernance, de politique écologique pour éviter les délocalisations à l'autre bout de la planète, mais aussi comme un instrument de relocalisation de l'économie. Et on a vu qu'avec cette crise, le fait qu'on ne produise plus les médicaments ou les produits sanitaires, ça posait 2-3 problèmes. Alors moi, ça tombe bien, je suis à la fois pour la relocalisation d'une partie de notre économie et aussi pour la taxe carbone. Je veux juste le préciser que la taxe par zone, à mes yeux, elle se mobilise, elle est motivée pour des raisons socio-économiques et pas identitaires et symboliques, et que ça n'a rien à voir avec ce que racontent les populistes qui veulent être enfermés sur leur identité nationale et leurs frontières nationaux. Moi, je pense que l'impératif écologique doit nous pousser à taxer la distance. Et donc, ça pourrait être une ressource supplémentaire. On se parle aussi de taxes sur les GAFA, etc. Et du coup, l'Union européenne pourrait avoir des ressources propres et qui pourraient être dédiées à une compétence forte sur les questions sociales. Une fois qu'on a dit ça, de manière concrète, il y a un certain nombre d'instruments à mettre en place. On parle souvent du dumping social au sein de l'Union européenne parce que tous les pays n'ont pas le même niveau de vie, les salaires ne sont pas les mêmes. Il faut qu'à un moment ou à un autre, on parle du salaire minimum avec une trajectoire sur 10 ou 15 ans de nivellement vers le haut. Et donc, vous le savez, Sylvie, vos collègues, notamment, je pensais à Nathalie Loiseau, proposent un salaire minimum médian à 50% du salaire médian. Moi, j'ai fait les calculs. Ça représente 884 € comme salaire minimum français. Je sais que ce n'est pas ça qui s'appliquera à la France, donc je ne veux pas inquiéter personne ici, mais j'ai fait le calcul sur ce salaire minimum, ça aurait un impact sur qui et combien. Seulement 6 pays européens sur les 28 auraient un impact positif pour des augmentations du niveau de vie dans ces pays-là entre 20 et 80 €. Sincèrement, ça ne peut pas être ça la perspective. Et donc, oui, il faut aller vers un salaire minimum et il faut réfléchir à un seuil, mais dans lequel le pas est un peu significatif. Donc, sincèrement, 50% du salaire médian, ça ne peut pas être la réponse. Donc, il faut que l'ambition soit plus grande. Nous, on propose plutôt 60%. Plus des 2/3 des États seraient gagnants et le gain pour chacun des habitants de ces pays-là serait à plus de 100 €. Et il faut qu'on se mette d'accord sur une trajectoire sur 10 ans d'augmentation régulière pour petit à petit avoir un nivellement pour le haut pour éviter d'inquiéter ceux dont le niveau de vie est plus important et puis donner une perspective de progrès, de mieux vivre pour ceux qui ont les salaires les plus bas. C'est un impératif parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut qu'on ait le débat de manière très concrète sur le salaire minimum. Il faut qu'on ait le débat sur les protections. On ne tolère pas dans notre pays en France que les gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça doit être pareil partout en Europe. Je vois que le modérateur m'interrompt et moi, j'ai beaucoup de respect pour les modérateurs. Non, parce que comme vous abordez un point assez important, je me permets peut-être juste qu'on s'arrête 2-3 minutes dessus, puisqu'effectivement, vous avez évoqué la question du salaire minimum qui a été mis sur la table par la Commission européenne en janvier dernier. Alors, la question est effectivement intéressante, elle n'est pas tout à fait nouvelle, mais je me demandais, alors peut-être que chacun d'entre vous pourra apporter des éléments de réponse aux auditeurs. Dans quelle mesure ce débat est-il véritablement viable, puisque les traités excluent toute compétence européenne en matière de rémunération? Alors, quelle perspective voyez-vous à ce débat? Quel débouché concret peut-il y avoir dans la mesure où
où là, il n'est même pas question de compétences partagées ou d'appui de l'Union européenne, puisque l'article 153 du traité est assez clair, l'Union n'a aucune compétence, ne peut pas agir sur la question des rémunérations. Alors, voilà, je vous repasse la parole. Excusez-moi de vous avoir coupé, Monsieur Satori, mais je pensais que ce point était assez important à soulever, puisqu'il y a quand même un cadre juridique sur lequel il est intéressant de s'arrêter 2 petites secondes, il me semble. Alors, je vais peut-être me permettre d'apporter quelques premiers éléments de réponse. D'abord, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, l'a bien redit et elle le redit à chaque fois. Elle l'a mis vraiment dans ses objectifs stratégiques. Alors, soyons très clairs sur le sujet, parce que j'ai entendu beaucoup de bêtises. Je ne sais pas pour dire, mais en tant qu'ancienne DRH, j'ai entendu quand même des inepties sur le sujet. Bon, l'idée, ce n'est pas de dire vous allez devoir appliquer tel montant pour ce salaire minimum qui n'est pas un revenu minimum, parce qu'en plus, il y a des erreurs aussi de terminologie entre la notion de salaire minimum, qui est une rémunération d'un travail, et la notion de revenu minimum, qui est un autre sujet, qu'il faudra peut-être aborder d'ailleurs aussi. Donc, du coup, l'idée, c'est de dire juste, dans l'Union européenne, tous les États membres de l'Union européenne doivent avoir la fixation d'un salaire minimum. Bien sûr que chaque État membre va l'établir dans les conditions qu'il souhaitera, en donnant sans doute une fourchette, une idée, en disant par exemple, effectivement, ça doit être peut-être 50 ou 60, j'en sais rien, % du revenu médian, en donnant une idée de fixation. Mais il ne s'agit pas d'être trop précis sur le niveau de fixation. C'est un premier point. Alors pourquoi? Tout le monde me dit, mais... Puis alors en plus, en France, ça n'intéresse pas tellement. Nous, on a déjà un SMIC qui est largement au-dessus de ça, qu'au passage, on va bien évidemment jamais remettre en question. Le plus élevé des salaires minimums, il est au Luxembourg. Je crois qu'il doit être autour de 2 000 euros. Bon, il y a des pays qui ont même mieux que nous et puis d'autres qui ont moins bien ou qui n'ont rien du tout. Alors, c'est important d'avoir un salaire minimum parce que ça renvoie à ce qu'on appelle le travail décent et au fait qu'on ne peut pas ou ne rien avoir parce que ça existe encore. Et c'est le premier élément de fixation d'un travail décent tel que peut le définir l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Donc c'est important d'avoir ça et ça conduit toujours vers du progrès et vers une marge de progrès quand on a ce type de fixation. Maintenant, la phase à laquelle on est, c'est une consultation extrêmement pointue et précise des organisations syndicales, des syndicats. On est déjà au second round de consultation qui vont vraiment avoir leur mot à dire. On va attendre de voir ce que les partenaires sociaux au niveau européen vont dire. Sachez aussi que ce n'est pas un sujet simple parce que, comme je le disais, il y a des pays du Nord comme la Suède sont contre parce que chez eux, c'est établi par la négociation collective. Et donc, ce n'est pas du tout une loi ou une directive qui peut… ils ont peur, en fait, que ça diminue chez eux le salaire minimum. Donc, il y a des débats très pointus, très compliqués, très juridiques. Ça ne va pas être facile comme dossier à traiter, mais c'est vrai qu'au sens du travail décent, tel qu'il est défini par l'OIT, c'est important d'avoir une notion de salaire minimum pour un travail donné. Monsieur Satori, vous voulez peut-être compléter ce point? Non, mais je suis assez d'accord avec l'approche. Moi, je suis un Européen convaincu et je ne vais pas vous dire que rien ne sera possible tant qu'on n'aura pas changé les traités. Et ça ne m'empêche pas de penser que sur la question sociale, je parlais que moi, je suis pour que la compétence européenne et ça passera par un nouveau traité. Mais en attendant, tout ce qui peut nous faire avancer, il faut y passer. Si on doit passer par un consensus où chaque État membre accepte de considérer qu'on a un seuil minimum de rémunération en dessous de laquelle ça ne serait pas décent. Mais si on veut que ça envoie un signe, c'est ça que j'ai essayé de dire à Sylvie, si on veut que ça envoie un signe positif, d'abord pour rassurer certains pays européens par rapport à d'autres, une partie de la population, disons, le nivellement ne se fera pas par le bas et vous n'allez pas perdre vos avantages sociaux, il faut que le seuil soit quand même un minimum ambitieux pour que ça apporte du mieux pour une partie de l'Europe et que ça rassure l'autre partie de l'Europe en disant tous les nivellements ne seront pas par le bas et on ne sera pas perdant. Il ne peut pas y avoir de perdant dans cette affaire si on veut consolider cette solidarité et cette avancée vers l'Europe sociale. C'est ça que j'essayais de dire. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, 50% du salaire médian que 60%, mais on aura ce débat technique plus tard. J'en suis complètement convaincu. Alors,
Alors, en parlant du salaire minimum, on était déjà finalement un petit peu sorti de la crise sanitaire, puisque c'est l'Europe sociale dans ce qu'elle pourrait devenir dans un nombre d'années que l'on ignore. Mais avec de la volonté, ça peut être un avenir très proche. Hein. Il ne faut pas désespérer. Ah non, il n'est pas question de désespérer. Et puis, de toute façon, la construction européenne a bien montré que parfois la volonté politique pouvait permettre de pousser un petit peu l'intensité de la compétence européenne et aller un petit peu au-delà des traités. Donc, vous faites bien de le reconnaître. Mais si on reste donc sur cette idée d'Europe sociale, alors le salaire minimum est assez emblématique et certainement un point important. Mais en 2017, la précédente commission a légué aux institutions actuelles un texte, le fameux socle européen des droits sociaux, qui fait aujourd'hui l'objet d'un processus de suivi, de mise en œuvre. Alors, lui, pour le coup, posant 20 principes généraux en matière sociale à une portée beaucoup plus large. Est-ce que vous pourriez, chacun peut-être à votre tour, avec un éclairage sans doute différent, nous apporter quelques précisions sur à la fois le contenu de ce texte, qui, il faut quand même le préciser, n'est pas juridiquement contraignant, hein, repose sur la volonté politique discrétionnaire des États, donc le contenu de ce texte et ses réalisations actuelles, en tout cas ce qu'il permet de faire déjà et peut-être ce qu'il permet d'entrevoir pour l'avenir. Madame Brunet, si vous… Je vais donner, on va dire, quelques premiers éléments, hein, parce que effectivement, ce socle européen des droits sociaux qui a le gros avantage d'exister, enfin, et il faut se battre parce que parfois, on pourrait nous encourager à le négliger. Il ne faut pas que ça soit que des vœux, j'allais dire des vœux pieux, ce qui est parfois sur nos sujets un peu le problème, hein, pour être très très franche, tel que je peux le ressentir. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est bien joli d'écrire des textes sur l'inclusion, l'accès à l'égalité pour tous sur le marché du travail, la protection sociale, bon, j'entends bien. Après, il faut que ça se traduise par un certain nombre de mesures concrètes et c'est ça qui est intéressant. Donc, moi, ce que je vois, juste, on vient d'en parler, qui va se dessiner, c'est une base, c'est 20 principes. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une effectivité des droits qui ressortent de ce socle, et c'est un travail pour des années. Hein, bon. Et en regardant les priorités. Mais il y a quelques sujets concrets là, qui arrivent et qui peuvent faire l'objet de directives, de textes, pour le coup. Une fois de plus, j'oserais dire quand même qu'en France, on n'est pas le pays, on est le plus en retard sur un certain nombre de sujets, bien évidemment. On a quand même des textes en la matière. Mais il y a quand même un certain nombre de pays en Europe où on est plus en retard. Mais je vois quelques sujets qui vont intervenir, comme la protection sociale et le sujet des travailleurs des plateformes, par exemple, qui ne sont pas non plus des millions. Hein, c'est quand même, il y a des formes de travail qui émergent nouvelles, qu'il ne faut pas oublier, avec des gens qui sont moins bien protégés. On l'a vu d'ailleurs avec cette pandémie, avec cette crise. Donc, on va avoir un sujet à adresser au travers du socle et de la protection de ces travailleurs. Un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur concerne les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il faut quand même qu'on progresse et qu'on arrive sans doute à une directive pour réduire les écarts de salaire qui, en moyenne, en Europe, sont 16% entre les femmes et les hommes. Donc, voilà, déjà 2 sujets assez concrets qui vont faire l'objet de débats et sans doute de textes. Dans ceux que… Après, il y a des tas d'autres sujets, l'inclusion, les personnes en situation de handicap. J'attends de voir comment concrètement ça va se traduire sur ces sujets-là. L'inclusion et notamment la child guarantee, la garantie pour l'enfant. Il y a la garantie jeunesse qui existe déjà, mais qu'il va falloir là aussi augmenter, mobiliser encore plus. Hein. Bon, mais elle existe, hein, elle est déjà concrète, y compris en France, puisque les missions locales savent bien de quoi je parle quand on parle de garantie jeune, mais on va en avoir plus que jamais besoin. Monsieur Satori, vous voulez poursuivre sur…
Oui, alors je partage sur la garantie jeune. Déjà avant la crise, les organisations de jeunesse, les observatoires qui disaient que le niveau financier n'était pas complètement à la hauteur. Il manque au bas mot 10 milliards hein, si on veut répondre de manière efficace aux jeunes. Et je pense qu'en les discussions budgétaires futures, ce sujet de la garantie jeune et de son financement va se poser. Peut-être que, vu la fragilité particulière qu'on va avoir les jeunes, il faut peut-être qu'on rediscute du contenu. Jusqu'à là, c'était accompagner les jeunes sur une période de 4 à 6 mois, aussi pour le droit à la mobilité au sein du marché commun, pour trouver un emploi ou une formation. Est-ce que 6 mois, ça suffit? Vu le degré de paupérisation des jeunes, est-ce qu'on ne peut pas rajouter des nouveaux étages dans la garantie? En tout état de cause, la garantie jeunesse est un bon dispositif. Il faut que le financement soit à la hauteur et peut-être qu'il faut une rediscussion avec les partenaires sociaux pour son contenu, pour savoir comment, pour renforcer le soutien aux jeunes, on peut renforcer ce que la garantie jeune apporte. Sur le socle européen des droits sociaux, alors c'est un texte général, hein, de principes généraux, mais à partir desquels on peut tisser des choses. Alors, il y a plusieurs chapitres, hein, il y a l'égalité des chances, l'accès au marché du travail, les conditions de travail équitables, le soutien aux services publics, enfin, quand même pour nous Français, qui, dans le cadre de l'intégration à l'Union européenne, on a toujours dit notre système particulier, notre attachement au service public, le fait que ce texte mentionne l'intérêt au service public, ben, ça peut être intéressant. Après, l'enjeu, c'est comment, à partir de ces grands principes, on tire des politiques concrètes qui se transforment dans la réalité, comment, à partir de la notion d'égalité des chances, on parle des disparités salariales entre hommes et femmes, etc. Et donc, on a là une base qu'il faut continuer à construire. Moi, je regarde, alors je sais que parfois, il y a certaines comparaisons qui sont pas évidentes à faire. Moi, je regarde ça comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il faut qu'on regarde ce texte comme ça et qu'on puisse le concrétiser. Lorsque, au sein des parlements européens, et on a débattu il n'y a pas si longtemps que ça, la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs frontaliers et qui se déplacent d'un pays à l'autre, on est dans la déclinaison concrète de ces droits fondamentaux. Parce qu'il y a plusieurs millions de nos concitoyens qui sont mobiles, qui travaillent dans un pays, en vivant dans un autre, et il faut qu'on sécurise leur parcours au niveau du droit à la sécurité sociale, du droit aux assurances chômage, etc. C'est des vrais sujets au quotidien de beaucoup de nos concitoyens. Et donc, oui, ce texte n'est pas suffisamment concret, il n'est pas fini. Ce n'est que le début de sa mise en œuvre. Et à partir de ce texte, il faut qu'on continue à tricoter les protections nécessaires, mais ça se joue sur le plan politique. Enfin, l'élection au Parlement européen ne sert pas à rien, elle permet d'élire des députés qui siègent dans des groupes. Ils ne défendent pas tous les mêmes choses, même si la construction de majorité est une obligation. Lorsque nos concitoyens, dans leur État, désignent des chefs d'État, ils misent aussi sur les programmes. Et l'Europe, on peut aussi la transformer avec le politique. Moi, ça m'a toujours gêné ce procès injuste contre l'Union européenne. Dès qu'on parle de Bruxelles, on parle des technocrates de Bruxelles. Et personnellement, je ne vois pas la différence entre un commissaire européen et un ministre. Un commissaire européen est nommé par un chef d'État, comme un ministre est nommé par un chef d'État. Donc, la construction européenne est particulière, sa gouvernance est particulière. Il y a la Commission, il y a le Parlement, il y a les États. Je pense qu'il faut donner plus de pouvoir au Parlement européen qui représente les peuples, que le rôle des États sur un certain nombre de sujets, on peut plus permettre de garder l'unanimité, mais c'est aussi notre démocratie vivante qui se joue au quotidien. Alors justement, en parlant de démocratie vivante et de mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, peut-être que le débat politique pourrait être, vous pourrez nous faire part du débat politique sur une question qui intéresse un grand nombre de personnes aujourd'hui, c'est celle de la fracture numérique. Parmi les multiples inégalités sociales qui traversent la société, celle liée à la question numérique est aujourd'hui de plus en plus prégnante. Et la Commission européenne devrait proposer le 1er juillet prochain un nouvel agenda en matière de compétences numériques.
Voilà, et donc je serais heureux d'entendre ce que vous, M. Sari, et vous, Madame Brunet, avez comme attente ou comme exigence en matière d'inclusion numérique. Madame Brunet, peut-être? Alors, effectivement, on vient de travailler sur ce fameux sujet de la Skills Agenda, donc l'agenda des compétences, avec notamment le sujet compétences numériques. Euh, alors, pour moi, là, c'est comme les autres sujets, il faut investir. Il y a un moment donné, il y a quand même un investissement. On a quand même des fonds, même si, bon, pour beaucoup d'entre nous, on considère qu'ils ne sont pas suffisants, mais ils existent. On ne peut pas se disperser. Et donc, quand on parle de numérique, d'ailleurs, au sens large, ça englobe plein de choses, de l'intelligence artificielle en passant par le codage et les compétences de base qu'il faut avoir. Donc, il faut beaucoup se méfier de ce qu'on met derrière ce vocable. Et quand on parle de ces compétences qu'il faut avoir, moi, je pense qu'il faut surtout travailler sur ce que j'appelle un socle, qui existe déjà, hein, d'ailleurs, dans la terminologie et européenne et d'ailleurs française, puisque ça a été repris avec le CLEA, par exemple, notamment le CLEA numérique. On a ce socle. Moi, je crois que c'est intéressant qu'on partage au niveau européen, au fond, qu'est-ce qu'il faut que toute personne maîtrise au minimum en termes de compétences digitales, voilà, quand on est un habitant de l'Union européenne qui veut bouger, qui va être amené à changer d'emploi de plus en plus souvent. Quel est le minimum qu'il faut connaître et avoir et qu'il faut d'ailleurs entretenir? Comme on entretient son véhicule, il faut entretenir ses compétences. Donc, c'est à ce socle qu'il faut vraiment qu'on travaille et qu'on s'attelle. Et après, investir et aider les États membres dans leurs investissements pour former les personnes qui sont soit en transition, soit les jeunes sur ces compétences. Sous un autre sujet qui est vraiment l'investissement en infrastructure, c'est aussi important parce que si on vit sur un territoire où on n'a pas accès à Internet, parce qu'il n'y a pas de fil, bon, on a quand même aussi le sujet de l'accès aux infrastructures, avec de multiples débats aussi, mais qui ce n'est pas neutre non plus. Hein, donc, ça va aussi avec le reste. Voilà, pour moi. Mais il y a cette idée de socle, voilà, à avoir en termes de compétences. Voilà. En matière numérique, moi, je vais vous parler de deux droits. Le droit à la connexion et le droit à la déconnexion. On l'a vécu, hein, et Sylvie, tu l'as certainement vécu, moi, dans certaines commissions, on a vu que, y compris les députés européens, n'étaient pas tous égaux face au droit à la connexion. Il y a certains de nos collègues pour qui les connexions ont toujours été compliquées, et je crois qu'on ne peut pas tolérer qu'on continue à avoir des zones blanches complètement délaissées par rapport à l'accès au réseau. Ce n'est pas normal. Et franchement, quand je vois la course à l'échalote qu'on a pour la mise en place de la 5G, alors qu'on a des zones blanches énormes, et en France et partout dans les pays européens, je pense qu'il faut au moins qu'on se mette d'accord que le droit à la connexion doit être consacré et il ne peut plus y avoir de région entière qui ne peut pas accéder au réseau. Ça, c'est le premier droit. On a vu que le numérique, le télétravail particulièrement, a pris une accélération extraordinaire durant cette crise du Covid. Et je pense qu'il en restera des choses. Il en restera d'abord des choses sur demande des salariés parce qu'ils ont pu, sur une longue période, voir que ça permet de réduire les délais de transport, etc., etc. Mais aussi pour les employeurs qui vont y voir l'opportunité de restructurer leur entreprise, de réduire un certain nombre de mètres carrés, surtout dans les zones denses où le mètre carré est cher, etc. Donc, le télétravail va s'imposer à nos agendas de manière plus forte et de manière plus grande. Et donc, le droit à la déconnexion en la matière, il va falloir qu'on en parle. Je sais que Sylvie, ce sujet t'intéresse, hein, et j'ai lu des choses que tu as pu exprimer. Et tu as identifié qu'on puisque qu'au moment où on va rediscuter de la stratégie santé et de sécurité, il faut inclure des nouvelles protections. Alors moi, je suis d'accord avec ça, mais je pense que ça ne va pas suffire. Parce que les législations nationales ne sont pas les mêmes. Sinon, en France, depuis 2017, on a adopté à l'Assemblée nationale, on a consacré le droit à la déconnexion. Ce n'est pas pareil ailleurs en Europe. Et moi, je plaide pour une directive européenne pour encadrer le télétravail. Parce qu'en fait, le télétravail vient interroger plein de notions. Il vient nous interpeller sur plein de sujets. Sur le droit à la déconnexion, c'est certain, mais sur
qu'on commence le temps de travail quand il s'arrête, le droit à la mobilité. Quand vous êtes en télétravail le vendredi, le lundi, est-ce que vous êtes obligé de rester dans votre studio de 20 mètres carrés à Paris ou est-ce que vous pouvez faire du télétravail à partir de chez vos parents en grande banlieue ou en Normandie quand vous êtes en France? Et c'est quoi le statut? Et lorsque vous allez rentrer le lundi, vous allez partir de Normandie le lundi vers votre studio. Si vous avez un accident de travail, c'est un accident. C'est un accident de travail ou pas un accident de travail. Vous n'êtes couvert par l'assurance ou vous n'êtes pas couvert par l'assurance. Quid de l'équipement? Moi, j'ai entendu plein de gens et je suis allé sur un certain nombre de forums où le mal de dos a augmenté de manière très importante. Parce que je pense que les postures étaient particulières, que les personnes n'étaient pas équipées chez eux pour avoir un poste de travail en plein uniforme. Quand vous avez besoin d'imprimer et que vous allez acheter votre cartouche. Alors certes, certaines entreprises ont proposé de les rembourser. Quid de l'amortissement du matériel? Quel est le statut de ce temps de déplacement? C'est du temps de travail, ce n'est pas du temps de travail. C'est du temps de travail à 100% ou un tiers de temps. Et donc, les sujets sont tellement importants. Oui, si on peut obtenir très vite des nouvelles protections dans la stratégie de santé, je veux bien, mais moi, je pense qu'il nous faut une directive européenne. En tout cas, je ferai partie de ceux qui réclameront qu'on ait une directive sur ce sujet. Ça va devenir tellement important pour nos concitoyens qu'on se doit. Alors, je ne nie pas la qualité du dialogue social. Il faut qu'on respecte le dialogue social et que le patronat et les syndicats discutent. Mais je pense, et ça pourrait d'ailleurs grandir l'Europe, ce sujet, si on portait une directive sur le sujet. Excusez-moi, j'ai fait un peu la pub d'une idée qui me tient particulièrement à cœur, mais je suis certain que ça intéresse Sylvie. Ouais, je vous en prie, c'est intéressant. C'est intéressant, mais on voit quand même en vous écoutant bien tous les deux que beaucoup de choses restent à faire en réalité sur le terrain social. Alors, on revient un peu à ce qu'on disait au début, hein, la compétence est étatique. La compétence est dans une mesure très limitée européenne, donc il est normal qu'il y ait plus de choses à faire que de choses déjà faites. Je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Et donc, pour reprendre une évocation assez évocatrice de l'ex-président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, je crois qu'on ne peut pas encore attribuer à l'européenne son triple A social. Cela dit, il faut quand même avoir conscience que près de 100 millions, peut-être un peu plus même de 100 millions d'Européens vivent à l'heure actuelle à des niveaux de pauvreté extrêmement préoccupants. Et alors, ma question, là, ça serait quelle est l'action de l'Europe pour ceux qui en ont le plus besoin? Si on n'est pas capable de faire de l'action sociale, du droit social pour la majorité de la population dans le cadre d'une véritable politique de redistribution au niveau européen, que se fait-il, je vous laisserai en parler, pour ceux qui en ont le plus besoin, pour les plus démunis? Y a-t-il une véritable politique de lutte contre la pauvreté au niveau européen? Alors, je dirais qu'elle est insuffisante, mais alors pour le coup, la crise terrible, une fois de plus, que nous continuons à traverser, hein, parce que malheureusement, on n'est pas sorti de cette crise, contrairement à ce que disent certains, va encore plus montrer, il y a un mot quand même qui ressort, qui est le mot solidarité. Bon. Alors autant c'était quand même difficile à prôner, mais là, on voit bien qu'on va y être contraint. Donc de toute façon, si on laisse, comme certains pourraient peut-être le prôner, se débrouiller ceux qui sont les plus touchés pour des raisons X ou Y, parce que c'est quand même un discours qu'on entend parfois, c'est un peu de leur faute finalement, hein. Ils sont partis ils avaient un taux de chômage trop élevé déjà avant, donc on ne va pas les aider en plus, tant pis pour eux, hein, s'ils sont touchés plus. C'est juste absurde, et moi ça me rend dingue quand j'entends ça, parce qu'on est obligé d'avoir cette solidarité si on veut être fort et par rapport à ce qui se passe dans le monde, sur d'autres continents. On voit ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, avec 20 millions de chômeurs d'un seul coup, un manque de protection sociale et de santé qui explique la manière terrible dont ils sont touchés par cette pandémie. Donc on voit bien qu'on ne peut plus avoir la même attitude, qu'on est obligé d'avoir ce socle. Donc cette protection sociale des plus démunis, alors, ce n'est pas que des fonds. Moi, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en matière de coopération, déjà, de discussion entre les différents États membres, les différents systèmes. Des bonnes idées qui existent quelque part peuvent tout à fait être reprises dans un autre pays. Ça manque souvent.
déjà cette coopération pour savoir ce qu'on fait les uns les autres. Je prends un exemple très concret, les violences faites aux femmes. L'Espagne a mené un plan très très fort sur ce sujet. Et par exemple, l'idée de dire on peut déclarer une violence en pharmacie pour une femme pour que ce soit plus direct est venue de l'Espagne qui nous a un petit peu soufflé cette idée. Donc, ce n'est pas toujours des fonds, ça peut être aussi un certain dialogue, échanger sur des bonnes idées de ce qu'on fait à un endroit ou à un autre. Après, un tiers de l'aide alimentaire en France est financé par le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Hein. Donc, c'est quand même, voilà, il faut. Et croyez-moi, les associations le savent, elles savent ce que c'est que les fonds européens. Donc, il faut qu'on travaille à plus de simplification dans cette aide qui est donnée. Et il faut qu'on, effectivement, c'est un vrai sujet en Europe. Auquel il faut vraiment s'attaquer. On n'a pas été bon. Hein. On avait dit qu'on allait réduire, Juncker l'avait annoncé, il voulait vraiment réduire cette grande pauvreté en Europe. On l'a un petit peu diminué, mais enfin, ce n'est pas suffisant. Et ça passe par, on vient d'en parler, c'est aussi l'accès à une formation de base. Déjà, lutter contre l'illettrisme, hein, il faut commencer par le bon niveau. Hein. Moi, j'ai été DRH dans des secteurs comme la propreté, où j'avais une grande partie des salariés déjà qui étaient illettrés. Donc, il fallait déjà, avant de parler de digital, qui sachent lire et écrire. Donc, ce type de plan, oui, il faut qu'on investisse. Parce que c'est tout ça qui permet de sortir de la grande pauvreté. Hein. Ce n'est pas uniquement l'aide alimentaire, c'est un ensemble de dispositifs. Alors, juste un mot, parce que Sylvie l'a dit, les dispositifs européens existent, les fonds existent, le fonds d'aide aux plus démunis, hein, l'aide alimentaire pour ceux qui sont le plus, elle est importante, mais il y a aussi le Fonds social européen. Mais après, l'Europe a des instruments, ce n'est pas elle qui mène les politiques. Et il faut qu'il y ait des décisions politiques courageuses, il faut du volontarisme au niveau des États. Qui empêche notre gouvernement, dès septembre, on a parlé de plusieurs problèmes, on a dit que il y a de plus en plus de personnes en difficulté, que le secteur associatif a été composé de beaucoup de bénévoles qui ont revu de manière différente à cause de la crise sanitaire leur engagement, qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail sans droit, qui empêche notre gouvernement de décider la création de 300 000 postes d'emploi aidés dès la rentrée. Ça permettra de donner un premier emploi à des jeunes. Ça permettra sans doute de participer à augmenter leur qualification. On peut même considérer que ces périodes d'emploi sont des périodes qui viennent compléter des formations. Ça permet ça peut permettre aux associations d'avoir des personnes pour faire la distribution d'aide alimentaire, etc. Et puis peut-être d'orienter ces emplois vers l'écologie, vers le lien social. Donc, pourquoi est-ce que notre gouvernement ne se saisit pas des différents instruments et les différents moyens que l'Europe met sur la table pour avoir un plan ambitieux en la matière? On ne manque que de volontarisme politique. Les jeunes en attente de solutions, il y en a. Des associations qui, parce qu'elles ont moins de bénévoles qu'avant, en attente de renfort, on en a. On peut encadrer ces jeunes-là et on peut en faire une ambition gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais il faut du volontarisme politique. Ce n'est pas l'Union européenne qui va aller décider de création d'emplois dans tel ou tel secteur. Il y a des instruments, l'Europe doit être en rendez-vous. Nous, on va veiller à ce que les moyens dont le Fonds d'aide aux plus démunis et le FSE ne baissent pas, ils soient au rendez-vous. Mais il faut que ceux qui sont en situation d'agir acceptent d'agir de manière rapide, efficace, pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Oui, donc finalement, on en revient toujours à cette question de la compétence étatique. Alors peut-être que Madame Brunet, vous voulez répondre là-dessus, puisque le gouvernement a été interpellé. C'est vrai qu'on se pose toutes ces questions. Après, il y a des dispositifs qu'il faut quand même améliorer. Alors là, évidemment, en ce moment, ce n'est pas très facile sur la mobilité Erasmus, mais je pense, parce que je suis en train de travailler sur un projet avec les compagnons, avec les compagnons du devoir, il y a une grosse demande des jeunes de pouvoir faire une mobilité dans le cadre d'un CAP, d'un bac pro et d'un bac plus 2 professionnel, mais notamment d'un CAP. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes en apprentissage qui rêvent d'aller un mois dans un pays de l'Union européenne. On parlait des compétences de base, mais ça, c'est un plus. Avoir une culture européenne, c'est un plus extraordinaire pour leur parcours. Moi, j'ai rencontré plein de jeunes
qui ont eu la chance de pouvoir faire ces parcours-là, ça ne doit pas être réservé qu'à ceux qui sont dans les études supérieures. Bon, voilà, par exemple, un sujet plus européen sur lequel il faut vraiment qu'on se mobilise. Parce que c'est le plus que peut apporter une mobilité chez nos voisins dans des secteurs qui recourent beaucoup à l'apprentissage et qui ne sont pas forcément des bac plus 5. Donc ça, c'est quelque chose concrètement sur lequel il faut qu'on travaille. Mais également, il y a le corps européen de solidarité. Il existe des dispositifs sur lesquels il faut peut-être un peu plus se pencher. Il y a des grandes entreprises dans le privé qui sont sur toute l'Europe. Il faut également mettre l'accent sur l'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas plus en avant aussi ce modèle économique-là. Je sais qu'il est très cher aussi à Mounir Satouri qui connaît bien ce modèle-là, dont on ne parle pas assez. Il y a d'autres modèles économiques et on peut peut-être aussi mettre l'accent au niveau de l'Europe sur ce nouveau modèle économique qui émerge, les coopératives, voilà, il y a des nouveaux modèles qu'il faut peut-être accentuer. Voilà, il n'y a pas que l'aspect, je dirais, fond. Bon, il y a des dispositifs qui est important, mais il faut certainement qu'on innove un peu plus quoi, au niveau social et qu'on porte ces sujets. Et alors justement, au niveau européen, en matière d'innovation, je crois que assez récemment, une initiative en matière de santé a été lancée. On a même entendu le président de la République française parler d'Europe de la santé. Alors, est-ce qu'il y a de vraies perspectives de déboucher sur des mesures concrètes dans ce niveau-là? Je crois que à ce niveau-là, je crois que le programme s'appelle EU for Health, quelque chose comme ça. Enfin, toujours des acronymes anglophones. Voilà. Alors, peut-être pourriez-vous nous livrer quelques précisions sur le contenu un peu de ce projet, de ce plan. Est-ce que là, il y aurait véritablement une parcelle d'Europe sociale qui aurait rencontré une volonté politique des États? Mounir veut répondre. Allez-y, monsieur Je ne Satouri. peux pas répondre, justement. Moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt encore flou. Enfin, je n'ai pas la chance de siéger dans un groupe de la majorité dans ce Parlement. Mais je crois que parfois, les annonces vont un peu plus vite que la construction. Moi, le sentiment que j'ai, alors je partage l'ambition, évidemment, mais je n'ai pas encore vu de choses concrètes. Mais Sylvie a peut-être des informations de manière un peu plus privilégiée que moi, je peux en avoir. C'est vrai que concrètement, le sujet, dans ce fameux plan de relance dont on a parlé, subventions, prêts, on a mis quand même en avant et en amont le sujet de la souveraineté européenne en matière de santé. La crise a bien montré qu'il a fallu aller acheter des masques en Chine, les tests, pareil, on a du mal à en avoir. Bon, donc, mais ça ne va pas se faire comme ça en 2 mois, en 3 mois. Enfin, on n'est pas idiot, on sait très bien que déjà le prévoir, avoir des programmes de recherche en commun. Bon, je suis à Marseille, donc Raoul, tu es chez moi. Mais il y a des programmes quand même qui est financé en partie par l'Europe. Hein. On l'a pas dit suffisamment, mais enfin, le programme sur lequel il travaille, sur la recherche vaccin, il est déjà en partie financé par l'Europe. Mais là, il faut qu'on amplifie. Donc, ça veut dire plus de fonds sur la recherche, de manière générale sur les vaccins. On a également déterminé un plan cancer pour lutter contre le cancer au niveau européen, où là aussi, les chercheurs vont travailler ensemble. Alors, une de mes collègues, Véronique Trier-Lenoir, qui est dans le groupe Renew et Renaissance, je dirais cancérologue, donc elle est très, très impliquée sur ce sujet de l'Europe de la santé, et particulièrement le plan cancer. Mais après, voilà, ce sont une série de dispositifs sur lesquels on va mettre plus d'argent au niveau européen pour arriver assez vite à se préparer s'il y a une prochaine crise qui malheureusement peut toujours intervenir. Il y en aura, je pense, malheureusement d'autres, et pouvoir être plus réactif en termes d'équipements médicaux, de soins, de traitements et bien sûr de vaccins, quoi. Donc à terme. Donc c'est ça qui est prévu. Alors maintenant, vous dire combien exactement et sous quelle forme, je pense qu'on n'est pas encore sur ce niveau de précision. Mais il y a quand même une volonté commune qui est ressortie là, vraiment de tous les États membres. D'accord. Première analyse.
Alors peut-être une dernière question pour conclure ce débat. On a bien vu, je crois, dans vos échanges que les perspectives sont nombreuses, les travaux en cours sont nombreux aussi. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de, de réalisations concrètes à faire aboutir. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière tout ça un impératif politique de premier ordre qui est celui à la fois de la lutte contre les différents extrémismes qui montent sur le continent européen, dans certains États notamment, et donc avec ça, la question de la défense des valeurs de l'Union européenne, hein, parce que le différentiel entre l'Europe sociale et l'Europe du marché malheureusement criant, je crois, aujourd'hui, et de plus en plus, en tout cas, dans la perception des gens. Alors, est-ce qu'il y a un problème d'information du côté de l'Union européenne? Peut-être en partie, mais sans doute que sur le fond aussi, le différentiel est encore trop marqué. Hein. Alors, je ne sais pas comment vous ressentez cette donnée dans chacun de vos groupes, mais comment vous faites le lien donc, entre l'Europe sociale et la lutte contre les extrémismes. Moi, je pense que c'est le plus grand défi qu'on a durant ce mandat. Et en fait, soit on arrive à ce mandat-là de faire la démonstration que l'Europe est autre chose que le marché commun et la libre concurrence des uns contre les autres, soit on arrive à faire la démonstration qu'on est un espace de solidarité, un espace de protection, un espace de vivre mieux pour nos concitoyens. J'en ai pas parlé beaucoup ce soir, mais aussi un espace de lutte efficace contre le dérèglement climatique et de la préservation de l'environnement pour préserver notre avenir. Et j'en redébattrai avec vous quand vous voulez, avec grand plaisir. Soit les populismes de tous les bords vont continuer à progresser et vont continuer à accuser cette construction européenne de tous les maux, de manière aussi injuste que ça sera, mais ils gagneront parce qu'en fait, nos concitoyens vivent des conditions très difficiles et ont un besoin légitime de protection. Et donc, ce qui se joue, ce n'est pas quel modèle, quelle protection nouvelle, c'est vraiment l'enjeu de la construction européenne. On a vécu durant ce mandat-là la sortie d'un grand pays, fondateur de l'Europe, qui est le Royaume-Uni. Je n'ai pas envie qu'à la fin de son mandat, on constate que l'aventure européenne s'arrête. Moi, je suis profondément européen. Je pense sincèrement qu'on a besoin de cette étape, d'abord pour continuer à garantir la paix entre nous, et ensuite pour garantir la prospérité, la mobilisation générale contre le réchauffement climatique. Mais si on n'arrive pas à faire la démonstration que cette Europe, elle protège les plus fragiles, et ben, elle disparaîtra petit à petit. Et je dis ça en conscience. Madame Brunet, j'imagine que vous partagez ce… Je suis complètement d'accord. Il faut savoir que dans le monde, il y a plus de réfugiés climatiques que de réfugiés économiques ou politiques, hein, parce que beaucoup de personnes ignorent. Bon. Donc, si vous voulez, on est devant un défi énorme parce que c'est tellement plus facile de dire des choses très simplistes, très simplifiées, et de travailler sur les peurs des gens. Bon, on sait tous, c'est beaucoup plus simple. Après, à nous aussi d'avoir de la pédagogie et puis surtout quand même des choses concrètes, quoi. Parce que si les gens ils ne le sentent pas dans leur vie au quotidien, bon, c'est normal. Moi, je ne vais pas leur jeter la pierre. Ils vont forcément se dire, mais moi, je ne sais pas ce que c'est l'Europe. C'est quoi? C'est où? Ça ne me parle pas. Donc, j'en reviens toujours au sujet des jeunes. C'est pour ça que c'est important d'être auprès, de penser à notre jeunesse, de leur expliquer. Et Dieu sait qu'ils en ont envie, qu'ils ont ce souhait. Ça, c'est un premier point. Après, Mounir vient de parler du défi de la transition écologique, du défi environnemental, qui est énorme, qui est majeur, et nos jeunes générations, quel que soit d'ailleurs leur niveau. Moi, j'ai été très frappée de ça. Pour eux, c'est vital. Donc, on ne peut pas répondre à ce défi sans Europe sociale et sans protection minimale. Et je pense qu'ils ont bien compris, eux, que le discours consistant à dire, mais bon, on récupère notre argent, si je puis dire,
Et puis finalement, on démembre cette Europe et on en sort, comme ont fait les Anglais, puis d'autres qui voudraient le faire aussi, y compris d'ailleurs en France. Et puis finalement, allez, on reste au niveau de la France, hein, on fait tout entre nous, qu'au niveau de l'État français, et puis on n'a plus de réfugiés, on n'a plus de mobilité, c'est merveilleux. On vit dans une espèce de bulle, c'est formidable. Et quand on commence à expliquer aux gens, mais alors allez-y, déroulons, comment vous faites? Ben là, ils se disent, ouais, c'est quand même peut-être un petit peu difficile. Donc, c'est bien évident que si on n'est pas au contraire plus fort, coordonné, concret au niveau européen, je ne sais pas à quoi on arrive. Hein, derrière, on ne peut pas. Donc, et il y a beaucoup de débats sur les valeurs, sur la conditionnalité. Ça, c'est un grand débat qu'on a en ce moment. Ben non, les États ne peuvent pas comme ça, en faisant n'importe quoi sur les droits humains, sur les droits de l'homme, les droits des femmes d'ailleurs aussi souvent, du coup recevoir juste les fonds quand ça les arrange et puis continuer à enfreindre les droits élémentaires, les droits humains. Donc on va avoir ces débats. On les a déjà sur certains pays de l'Union européenne. Bon. L'Italie a mis une fin de non-recevoir à toute perspective de conditionnalité dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance. Donc, c'est pas, la conditionnalité, ce n'est pas forcément non plus quelque chose, un thème qui est réservé aux États qui sont aujourd'hui sous le feu de la critique pour les violations des garanties de l'État de droit. Donc, puisque ça pose aussi des questions de contrôle démocratique par la suite. Mais bon, à un moment donné, on va avoir ces débats sans arrêt. Hein. Oui, ça, on les a continuellement, et je parle de l'Union européenne, mais y compris les aides plus externes aux réfugiés ou autres, on a sans arrêt les débats. En gros, il ne faut pas les aider pour tel principe, etc. On a sans arrêt cette interrogation et ces débats. Or, on n'est pas dans un monde fermé, même si on vient de vivre des mois de confinement, il y aura quand même toujours une mobilité et elle doit être plus raisonnable, plus raisonnée. Et donc, on va devoir gérer ça avec les ressources propres, avec tout ce qu'on a évoqué. Entendu. Alors, je ne sais pas, peut-être une minute chacun pour conclure ce débat, et puis après, on y mettra un terme. Monsieur Satori, si vous voulez. Je trouvais qu'on venait de conclure. Hein. Moi, Oui. Très bien. Donc, voilà. Eh ben, écoutez, dans ce cas, je vous remercie tous les deux pour ce débat. Je remercie aussi les gens qui ont eu la gentillesse de l'écouter. Et voilà, je rends l'antenne. Je crois que c'est comme ça qu'on. Et un grand merci aux organisatrices. Oui, un grand merci aux organisatrices, effectivement. Merci aux organisateurs, universitaires, aux modérateurs et aux organisateurs. Absolument. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.